Bienvenue à cette conférence de presse de la protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfret. Madame Rinfret, je vous laisse la parole et ensuite je vais diriger la période de questions qui vous sera adressée. Merci infiniment. Bonjour. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui pour la présentation du rapport spécial du protecteur du citoyen concernant les causes de la crise qui a durement frappé de nombreux CHSLD durant la première vague de la pandémie de la COVID-19. Je suis accompagnée de Maître Hélène Vallière, vice-protectrice aux affaires institutionnelles et prévention. Durant la première vague, nous avons tous et toutes été sous le choc de la multiplication des foyers d'éclosion de la COVID-19 dans les CHSLD. Pendant des semaines entières, des résidents et des résidentes ont été privés de soins essentiels et coupés de leurs proches. Les morts se sont comptés par milliers parmi les personnes hébergées. Parallèlement, les membres du personnel de soins ont porté les services à bout de bras. Une part importante d'entre elles et d'entre eux ont dû quitter leur poste, frappés par la COVID-19 et par l'épuisement. C'est dans ce contexte alarmant et sans précédent que j'ai annoncé le 26 mai 2020 la tenue d'une vaste enquête concernant la gestion gouvernementale de la crise dans les CHSLD lors de la première vague de la COVID-19. Une telle décision découle de notre mandat. Le protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes qui font affaire avec les ministères et les organismes du gouvernement du Québec, ainsi qu'avec le réseau de la santé et des services sociaux. Mes équipes se sont alors fixées comme objectif de lever le voile sur les points suivants. Premièrement, au cœur de la crise de la COVID-19, quelle avait été la réalité terrain dans les CHSLD durant ces semaines dramatiques? Et ensuite, quelles étaient les causes d'une telle crise humaine et sanitaire? Étant donné l'urgence, nous avons publié dès le mois de décembre 2020 un rapport d'étape portant sur le déroulement des faits dans les CHSLD durant la crise. L'état de situation donnait la parole aux personnes ayant vécu cette crise en première ligne. Des personnes hébergées, des proches de celles-ci, des membres du personnel en CHSLD et des gestionnaires des CIS et des CIUS. Ces témoins, les uns corroborant les autres, ont décrit le drame qui a plongé les CHSLD dans un véritable chaos. Notre rapport d'étape comportait 5 priorités d'action pour apporter des correctifs urgents dans la gestion des CHSLD. Faisant suite à cette première phase des travaux, je rends public aujourd'hui le rapport final qui, cette fois, cerne les causes des événements. Pour ce faire, nous avons recueilli la version d'autorités gouvernementales et d'experts en gestion d'établissements de santé et de services sociaux, en gériatrie, en gestion de crise, en épidémiologie, ainsi qu'en prévention et en contrôle des infections. D'abord, un constat s'impose. La crise de la COVID-19 a poussé l'ensemble du réseau de la santé dans ses derniers retranchements et a révélé un manque flagrant de robustesse et d'agilité des structures et des fonctionnements dans les milieux de vie et de soins de longue durée. L'absence de toute marge de manœuvre quant aux ressources humaines en est une consternante illustration. J'en viens aux facteurs ayant exacerbé la crise. En tout premier lieu, en prévision de l'arrivée de la COVID-19 au Québec, les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux ont tenu pour acquis que les hôpitaux seraient l'épicentre des événements, d'où le transfert de personnes hospitalisées vers les CHSLD pour libérer près d'1 millier de lits. De nombreuses personnes âgées vulnérables ont vécu des déménagements précipités vers les CHSLD sans pouvoir être accompagnées, ce qui a contribué à les fragiliser davantage et à placer les milieux de vie qui les accueillaient en surcapacité. Par ailleurs, des autorités ont reconnu que les personnes qu'on sortait des hôpitaux pour les envoyer dans les CHSLD n'étaient souvent pas testées, ce qui pouvait faire d'elles des vecteurs de transmission. Les CHSLD, pour leur part, n'avaient pas été préparés pour assurer cette prise en charge de façon sécuritaire. Étant donné la configuration des lieux, par exemple, il était souvent pratiquement impossible d'y implanter efficacement des aires de confinement, des zones froides ou chaudes. Dans le cadre des préparatifs, ces milieux de vie auraient dû recevoir des consignes
adaptés à leur réalité et des ressources pour renforcer leurs faiblesses. Les risques concernant ces milieux n'ont pas été correctement évalués. Cette évaluation a été effectuée par une direction ne disposant pas des champs d'expertise nécessaires. Les CHSLD, on l'a tellement dit dans le passé, et plus récemment avec les événements, étaient déjà affectés par un manque chronique de personnel. Ils ont donc été nettement dépassés par l'augmentation soudaine de leur clientèle et par les soins à assurer à des personnes en lourde perte d'autonomie, donc particulièrement vulnérables. C'est ajouté à cela la contamination d'une part importante des membres du personnel qui ont dû s'absenter subitement du travail. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pu empêcher formellement la mobilité de main-d'œuvre n'ayant aucune donnée chiffrée, complexifiant toute décision à ce sujet. Il y avait la crainte de rupture de soins. On manquait non seulement de personnel dans les CHSLD, mais en plus, les intervenants et les intervenantes n'étaient pas formés en matière de prévention et de contrôle des infections. Une telle lacune n'a pas été prise en considération par le ministère lors de la préparation à la pandémie. L'identification des CHSLD comme des entités vouées uniquement à leur mission de milieu de vie et non comme un milieu de soins a contribué à cela. Plusieurs nous ont dit que cette approche milieu de vie pouvait venir en contradiction avec les mesures de prévention et de contrôle des infections. Autrement dit, l'approche milieu de vie pouvait, par exemple, faire en sorte qu'on ne veuille pas indisposer les résidents et les résidentes par la vue de personnel portant masques, gants, visières et blouses. L'absence de gestionnaires sur place dans les CHSLD a conduit à la désorganisation des services de certains milieux. Sans gestionnaire local, il était difficile, voire impossible, d'appliquer les multiples consignes venant du ministère et devant souvent être mises en place en toute urgence. Sans gestionnaire sur place, l'encadrement des ressources humaines appelées en renfort a fait défaut. Des personnes ainsi parachutées se sont trouvées sans supervision et sous-utilisées par rapport à leurs compétences et à leur disponibilité. Au début de la première vague, le personnel des CHSLD ne disposait pas en temps opportun des équipements de protection individuelle nécessaires pour freiner efficacement la propagation et éviter d'être eux-mêmes atteints. Cela s'explique notamment par les bris d'approvisionnement en raison de la dépendance du Québec aux manufacturiers étrangers. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est l'absence au sein du ministère et dans le réseau de systèmes d'information à jour et générant des données centralisées sur l'état des inventaires en temps réel et à l'échelle locale et nationale. Sans ces données, les autorités pouvaient difficilement s'assurer que les établissements et leurs installations disposaient du matériel nécessaire. Un autre problème se posait du fait que le personnel dans les CHSLD n'avait pas la formation nécessaire pour utiliser ces équipements, en contexte bien particulier de pandémie et de haute contagion. Je vous parlais d'équipements de communication désuets. Des personnes nous ont dit que les efforts pour contrer la pandémie avaient été confrontés à la culture du fax comme mode de transmission dans le réseau des soins. Ce qu'on veut en pareil contexte, nous ont dit ces décideurs, c'est de l'information fiable et en temps réel. C'est indispensable, chaque minute compte et des vies en dépendent. Le manque de renseignements fiables a, par exemple, nui à la gestion des ressources humaines, à l'obtention d'un portrait juste des éclosions et à la diffusion d'informations de nature épidémiologique. Voyons. Le présent rapport comporte 27 recommandations. Nous recommandons au ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en place différents outils au regard de la mission fondamentale du système de santé en matière d'hébergement et de soins de longue durée pour les personnes aînées. Nous mettons l'accent, par exemple, sur l'importance d'une politique en matière d'évaluation et de gestion de risques concernant les CHSLD et de placer le principe de précaution au centre de toute démarche d'évaluation. Les CHSLD hébergent et soignent des personnes hautement vulnérables. À ce titre, il est impératif qu'un plan détaillé soit élaboré et mis en œuvre afin de renforcer leur capacité à appliquer des mesures rigoureuses en prévention et contrôle des infections.
Une stratégie quant aux équipements de protection individuelle doit être élaborée pour solidifier les chaînes d'approvisionnement. Nous recommandons des actions pour ce faire. Un plan provincial de déploiement de main-d'œuvre d'urgence dans le réseau de la santé et des services sociaux pour permettre, lorsque nécessaire, de mieux tirer profit de ressources en renfort. Des protocoles de déploiement de main-d'œuvre en contexte exceptionnel sont à prévoir avec les ordres professionnels, les fédérations et les associations de professionnels de la santé et des services sociaux, les syndicats et les établissements d'enseignement. Des partenariats avec des organisations de la société civile en mesure de déployer des effectifs en renfort de dernier recours devraient aussi être conclus. Le personnel est la pierre angulaire de la capacité du réseau de la santé et des services sociaux à offrir des soins et des services de qualité. Nous recommandons donc l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte à la pénurie de main-d'œuvre et de promotion des métiers et des professions dans le domaine de la santé et des services sociaux et que les mesures d'aide et de soutien mises en place après la première vague soient maintenues et que de nouvelles mesures soient déployées afin de prendre soin de ceux et celles qui, à leur tour, prennent soin des personnes hébergées et pour assurer leur rétention. Étant donné l'inestimable contribution des personnes proches aidantes, leur accès au CHSLD ne doit jamais être interdit, à moins d'une situation exceptionnelle et de courte durée. Cet accès doit être encadré et les personnes proches aidantes doivent être reconnues, soutenues et impliquées en tant que partenaires essentiels, et ce, en respect de leur volonté et de leur capacité d'engagement. Afin de reconnaître la mission et le caractère unique des CHSLD au sein des CIUS et des CIS, les gestionnaires responsables doivent avoir un statut et des conditions d'exercice d'encadrement qui leur permettent de faire preuve d'un leadership fort fondé sur les particularités de ce milieu de vie. On l'a vu, les décisions des autorités ont connu des ratés étant donné des voies de communication inefficaces. Le ministère doit se doter de systèmes intégrés d'information afin d'obtenir en tout temps et en temps réel les renseignements pour guider la gestion quotidienne, permettant un arrimage entre les hautes autorités et les personnes sur le terrain et documenter ces décisions dans un souci de transparence et d'imputabilité. Il revient également au ministère de la Santé et des Services sociaux d'adopter un plan d'action national comprenant des mesures concrètes, structurantes et durables, visant à reconnaître la complexité de la prestation des soins et des services en CHSLD et à améliorer les milieux de vie et leur qualité selon des données probantes. De plus, les principes directeurs à respecter en matière de qualité et d'organisation de ces milieux de vie devront, pour en assurer la pérennité, être encadrés par des mesures législatives. Nous recommandons aussi de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de la qualité de ces milieux de vie pour y déceler les manquements et les correctifs à y apporter en temps opportun. Un comité conseil et de vigie devra être mis sur pied pour apporter au ministère l'éclairage requis au sujet de mesures concrètes, structurantes et durables pour améliorer de manière continue la qualité des services dans les CHSLD. Je recommande, et cette fois au ministre de la Santé et des Services sociaux, de proposer l'instauration d'actes de commémoration annuels des victimes de la COVID-19 dans les CHSLD et des personnes qui y ont travaillé directement ou indirectement auprès d'elles. Il importe de garder en mémoire ce que ces personnes ont vécu afin que cela soit le moteur d'action et de changement durable. Et pour terminer, dans une volonté de veiller à ce que les améliorations durables soient enfin apportées, non seulement le ministère de la Santé et des Services sociaux devra nous faire un suivi serré de l'état d'avancement de l'implantation de nos recommandations, ainsi que de celles des rapports d'enquête portant sur le même sujet, mais nous nous engageons à faire état des suivis de nos recommandations chaque année dans notre rapport d'activité, et ce, jusqu'à leur implantation à notre satisfaction, afin que les annonces se concrétisent et que les milieux de vie de nos aînés en soient le reflet. Nous avons collectivement
un devoir d'apprendre et de s'améliorer pour donner aux personnes hébergées et à ceux et celles qui en prennent soin des milieux de vie, de soins et de travail humains de qualité. Si nous saisissons cette opportunité comme elle doit l'être, les actions concrètes prises en ce sens demeureront l'héritage le plus important de cette crise. Je vous remercie de votre attention. On va maintenant passer à la période de questions réservées aux journalistes et on va commencer avec Valérie Gamache de Radio-Canada. Bonjour, Mme Rinfret. Tout d'abord, j'aimerais savoir si, dans le cadre de votre enquête, vous avez eu accès au fameux rapport d'inspection dont il a été question à l'enquête de la coroner. Des rapports qui, on nous dit du côté du ministère des Aînés, qui n'existent pas, ou en tout cas qui ne sont pas disponibles. Vous, avez-vous vu ces rapports-là et à quel point ils ont été aidants dans votre enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé? D'abord, vous le savez tous, nos enquêtes sont conduites privément. Écoutez, nous avons obtenu, dans le cadre de notre enquête, tous les documents, tous les renseignements qui ont été nécessaires à émettre les constats et les recommandations qui se trouvent dans notre rapport. Est-ce que ces rapports-là, précisément, ont apporté une lumière particulière à votre enquête, ont teinté à quelque part les constats, je veux dire, assez dérangeants là, que vous faites? Pardon, j'ai pas... À quel point ces rapports-là vous ont amené à dresser le constat qui est assez dérangeant que vous faites de ce qui s'est passé de la première vague? Écoutez, indépendamment des rapports, la somme des témoignages recueillis, des expertises obtenues, des documents et renseignements colligés nous amène au constat que nous faisons. C'est pas, je vous dirais, c'est pas un document ou un rapport en particulier. C'est vraiment l'analyse de la situation en fonction des faits que nous avons analysés rigoureusement à partir de témoignages obtenus de la part des autorités, de la part de l'ensemble des personnes, au fond, qui sont intervenues dans cette crise, d'experts également, une analyse comparative avec l'Ontario, la Colombie-Britannique à certains égards. Bref, c'est ce qui appelle au constat. Et surtout, je vous dirais, surtout, et c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, aux recommandations. Il est temps de passer à l'action. Aujourd'hui, je vous présente les résultats de notre enquête, les constats qui nous appellent à faire mieux et à des recommandations qui devraient, je le souhaite, nous permettre d'être meilleurs. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous deux. Madame la protectrice, j'aimerais savoir précisément, parce qu'on l'écrit dans votre rapport, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, là. À partir de quand les directions de CHSLD ont été avisées qu'il y avait un problème majeur avec la COVID et qu'on devait prendre des interventions? Parce que là, il y a des messages qui sont contradictoires qui circulent actuellement. Dans votre rapport, c'est assez bien écrit, là. Écoutez, les faits ne mentent pas. Hein? La chronologie des faits, elle est énoncée. Les CHSLD, les premières éclosions sont arrivées autour du 23 mars. Et en conséquence, à partir de la mi-avril, les renforts sont arrivés. On a pris conscience de l'ampleur de la crise dans les CHSLD et à partir de là, des actions ont été prises. Juste pour être clair, avant la mi-avril, c'est-à-dire il y a eu une conférence de presse le 12 mars, ici, dans cette salle, où le premier ministre annonce et la ministre responsable des Aînés annonce qu'il y aura des mesures qui seront prises dans les CHSLD. Avant ça, selon votre enquête, est-ce qu'il y a eu des indications, parce que vous avez parlé de la culture du fax, est-ce qu'il y a eu des indications à l'effet qu'il y avait des choses à faire ou tout simplement on s'occupait trop des hôpitaux et pas assez des CHSLD?
Je vous dirais, tout ce que vous venez de présenter, c'est ça qui s'est passé. Hein. On a, en fait, l'enquête documente très bien le fait que la stratégie nationale était basée sur libérons des places dans nos hôpitaux. On croyait vraiment, et en toute bonne foi, que l'épicentre de la crise se vivrait dans les centres hospitaliers. Et de ce fait, le délestage s'est amorcé. Et à compter du mois de mars, de la mi-mars, des personnes ont été dirigées vers les CHSLD qui, là, rapidement, ont été en surcapacité. Ensuite, après l'annonce de l'urgence sanitaire, il y a beaucoup de... Attendez un petit peu, là. Donc, le 12 mars, le 13 mars, la veille, le 12, on a transmis aux CIS et aux CIUS, donc aux établissements, pas encore aux installations, le guide pour l'adaptation de l'offre de services en centre d'hébergement et de soins de longue durée en situation de pandémie COVID-19. Ce guide-là, je dois le dire, il est assez général par ailleurs. Il ne donne pas d'indications très précises, notamment sur la prévention et le contrôle des infections, ni les équipements de protection. Comparativement à celui qui a été fourni en Colombie-Britannique, où là, vraiment, on prend par la main les personnes le personnel soignant de l'équivalent des CHSLD là-bas. Simon Bourassa, Nouveau. Bonjour, madame. Trouvez-vous qu'il y a une dichotomie entre les constats que vous faites et qui sont élaborés dans le rapport et ce qu'on entend dans les audiences de l'enquête de la coroner Kamel présentement? Écoutez, notre rapport vous présente la globalité de l'enquête que nous avons faite. Donc, de l'ensemble des témoignages, des documents, des renseignements que nous avons obtenus, que nous avons analysés. Et c'est, je vous dirais, la grande différence. Donc, on n'est pas dans l'analyse de chaque témoignage émis ou reçu, mais plus vraiment dans l'appréciation de l'ensemble des éléments. Et c'est ce qu'on vous présente cet après-midi. Et selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour rétablir la confiance du public envers ces établissements que sont les CHSLD? Parce que là, la confiance, elle n'existe plus. Je vous dirais de se mettre au travail le plus rapidement possible. Pour moi, il est important, il est extrêmement important de reconnaître la mission particulière des CHSLD, qui sont un milieu de vie et un milieu de soins, d'aller immédiatement vers les recommandations que nous proposons et, ma foi, se mettre en place le plan pour éliminer la pénurie de main-d'œuvre, s'assurer que chaque CHSLD a le personnel nécessaire pour offrir les soins, avec un gestionnaire sur place, une personne, une équipe clinique de soins, un intervenant pivot qui prend la personne aînée, la personne hébergée et qui l'amène jusqu'en fin de vie par rapport aux soins qui sont nécessaires pour elle. Donc, vous le voyez, c'est difficile pour moi de cibler une recommandation. C'est un tout. Il faut s'arrêter maintenant. C'est le devoir que je nous donne, un devoir de mémoire pour faire en sorte que plus jamais, et maintenant pour toujours, nos personnes aînées obtiennent des soins de qualité, qu'ils soient à la maison ou en CHSLD. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, Mme Rinfret, si vous avez eu quelques preuves, traces écrites, directives, peu importe, là, quant à
une intervention du gouvernement, des autorités du ministère de la Santé en janvier pour demander aux CIS et CIUS de se préparer à la pandémie, de faire en sorte de préparer tout le réseau, y compris les CHSLD. Je vais laisser Mme Vallière répondre à cette question-là, si vous me le permettez. Alors, écoutez, ce qu'on sait, évidemment, c'est qu'il y a eu la mobilisation du réseau de sécurité civile, là, donc les instances de sécurité civile pour mettre en place, actualiser le plan de pandémie là, H1N1. Donc, on sait qu'il y a eu des démarches là, pour préparer les établissements en ce sens-là, mais ça restait une préparation générale. Donc, ça restait une préparation qui visait à préparer notamment le milieu hospitalier pour accueillir là, des patients atteints en grand nombre. Donc, l'idée à cette étape-là, c'est de dégager de la capacité hospitalière. Ce qu'on a constaté dans notre enquête, c'est que les préparations spécifiques au CHSLD et les consignes là, particulières données aux établissements sont venues à la mi-mars, autour du 12 mars. Maintenant, vous savez, Mme Rinfret, il y a des gens qui vont être tentés de dire, bon, ben oui, la protectrice du citoyen, c'est le corps arrière du lundi matin. Là. Elle arrive, la crise était à peu près derrière nous, en tout cas la première vague est très certainement derrière nous. Elle porte un jugement sur ce qui a été fait et elle ne tient pas du tout compte du caractère d'urgence qu'il y avait à l'époque, de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas, de la situation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je répondais à ça que c'est tout le contraire. On a tenu compte et on tient compte encore du contexte d'urgence sanitaire, du contexte exceptionnel de la pandémie. On a beaucoup entendu que l'avion se construisait en plein vol et c'est très vrai. Cependant, ce qu'on constate dans notre enquête, c'est que les faiblesses, les lacunes qui avaient déjà été constatées dans les centres d'hébergement de soins de longue durée n'ont pas été évaluées à la hauteur du risque qu'ils comportaient dans un contexte de délestage, donc pour permettre d'augmenter la capacité hospitalière, ce qui en soi était très correct, là, de libérer des lits. Là où le bas blesse, c'est que lors de cette libération-là, vers les centres d'hébergement de soins de longue durée, on n'a pas évalué le risque associé à ce délestage-là. Est-ce qu'il y avait du personnel suffisant? Est-ce que le personnel qui était en poste était formé en matière de protection, de contrôle des infections? Est-ce qu'il y avait de l'équipement de protection individuelle suffisant? Est-ce que le personnel connaissait la façon d'utiliser ces équipements-là? Cette évaluation n'a pas été faite. Et conséquemment, la crise s'est vécue dans les CHSLD. Je vais risquer une question. Vous dites au paragraphe 178 de votre rapport que je ne l'ai pas devant moi, là, malheureusement, mais je vais le citer à peu près de mémoire, là, que les résidents, les résidentes ont été littéralement mis de côté à la suite de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De quelle façon est-ce que les gens ont été mis de côté? C'est qu'on n'a pas, dans le cadre des préparatifs de la pandémie, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie gouvernementale, on n'a pas tenu compte des vulnérabilités des CHSLD, à savoir le manque de personnel, le manque de connaissances en matière de prévention, je dirais même de culture, là, en matière de prévention et de contrôle des infections. Je vous l'ai dit, il y a des... La philosophie du milieu de vie s'oppose en quelque sorte à la culture de prévention et de contrôle des infections. On ne veut pas faire peur aux résidents. Et tout ça n'a pas été pris en compte lors de l'évaluation des risques du transfert des personnes qui étaient dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers notamment, vers les CHSLD. Ce qui fait que, à terme, ce sont les résidents et les résidentes qui ont été victimes de ce fait-là.
Mais en même temps, quand on lit votre rapport, on se rend compte aussi que on savait déjà une bonne partie des problèmes qu'il y avait dans les CHSLD, que ce soit des problèmes de main-d'œuvre qui n'étaient pas suffisants, etc. Là. Alors, est-ce que c'est une forme de négligence d'avoir fait ça, d'avoir transféré des gens qui, bien souvent, pouvaient être atteints de la COVID-19 sans évaluer le risque qu'il y avait sur la santé des... Est-ce que c'est une forme de négligence, à votre avis? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas et je m'explique. Oui, on savait qu'il y avait un manque de personnel. Enfin, on l'a beaucoup dit. Maintenant, encore une fois, on a travaillé en silo. C'est-à-dire que la vision hospitalo-centriste, la crainte qui nous venait de l'Italie, était vraiment de mettre l'urgence. Et on est en situation d'urgence ici, là. C'est pour ça, lorsque, M. Chouinard, vous me posez la question, est-ce que vous avez tenu compte de ce contexte-là tout le temps, tout au long de la rédaction du rapport? Conséquemment, on a fait pour le mieux à partir des informations qui ont été recueillies auprès des directions responsables. Alors, quand on regarde à l'annexe 2 du rapport, le comité de stratégie qui gérait la pandémie, on se rend bien compte que la direction générale responsable des personnes âgées et des proches aidants n'y participait pas au tout début. Donc, on n'avait pas la connaissance, si vous voulez, de ces milieux. Et au surplus, et c'est documenté dans le rapport, cette direction n'avait pas l'expertise clinique. Elle dépendait donc soit de la santé publique ou d'autres directions au sein du ministère. D'où nos recommandations de travailler, de maintenir les liens de communication. Depuis la première vague, le ministère a créé notamment une direction responsable de la prévention et du contrôle des infections, a favorisé également les échanges entre la direction responsable des CHSLD et la direction de la santé publique, ainsi qu'avec les directions de la prévention et du contrôle des infections. Donc, à cet égard-là, il y a des améliorations qui sont en cours. Ce que je recommande dans le cadre du rapport, c'est de nous assurer que ce mode de fonctionnement-là est pérenne, durable. Et c'est pourquoi, au-delà des actions qui ont été annoncées par le ministre et qui ont été portées à notre attention par le ministère, on tient à ce que le ministère nous transmette son plan d'action pour la mise en œuvre de nos recommandations et qu'il y ait un suivi de ces recommandations qui est demandé. Et je crois que la date dans notre rapport est le 1er mars 2022, le premier suivi. Merci. Vincent Larin, Journal de Québec. Bonjour. J'aurais aimé savoir si, pendant votre enquête, on vous a fait part du fait que la santé publique ou les autorités avaient des préoccupations dès début janvier quant à la vulnérabilité des CHSLD. Voilà. Oui, écoutez, puis là, je cherche l'endroit dans mon rapport, là. C'est au paragraphe 34 du rapport où on dit il y avait une inquiétude pour les personnes âgées en CHSLD, mais les informations obtenues, que nous avons obtenues dans le cadre de l'enquête, démontrent qu'aucune action concrète et spécifique de préparation des CHSLD sur le terrain n'a été faite avant la mi-mars 2020. Donc oui, il y avait une inquiétude, mais cette inquiétude ne s'est pas traduite dans les faits pour savoir quelle est la situation dans les CHSLD, quel est le risque associé au transfert de personnes, de niveaux de soins alternatifs dans les hôpitaux vers ces milieux de vie-là, qui est venu créer une surcapacité dans un milieu déjà à la limite du manque de personnel,
son personnel, l'évaluation n'a pas été faite non plus sur l'absence du personnel qui serait atteint de la COVID-19. Donc, ça a été une somme inouïe d'absence de prise en compte. Et c'est pour ça qu'on en conclut que les CHSLD n'ont pas été pris en compte dans aucun des scénarios de préparation de la pandémie. On a quand même une ministre responsable des aînés au Québec, bon, qui est présentement en arrêt de travail, qui était quand même là au début de la pandémie. Est-ce que Mme Blais n'aurait pas dû jouer un rôle de leadership dans la préparation des CHSLD? Écoutez, je reviens à la façon dont la stratégie a été réfléchie. Alors, on s'est concentré sur les centres hospitaliers. On a mis en place une cellule de crise stratégique, opérationnelle, où différents acteurs y participaient. Il y avait, en parallèle de cela, les rencontres habituelles avec le comité de gestion du réseau, le comité de direction également. Et à ce titre-là, lorsqu'on a demandé à la direction responsable des CHSLD d'évaluer le risque, puisque cette direction-là ne disposait pas, c'est une de nos recommandations d'ailleurs, ne disposait pas des ressources suffisantes pour poser une évaluation clinique du risque de délestage des personnes vers les CHSLD, on a pris pour acquis que ces établissements, que les CHSLD étaient en mesure de répondre à ces transferts, à cette demande et d'offrir les soins et les services nécessaires. Marie-Michel Sioui, est-ce que tu as une question? Je voudrais revenir sur votre déclaration, Mme Vallière. Vous dites que on a demandé au réseau, là, je ne sais pas si c'est les PDG ou les CIS, mais de mettre à jour le plan H1N1. Est-ce que vous savez c'est à quel moment? Puis, dépendamment du moment, en fait, je me demande si ça ne constitue pas une action concrète. Vous écrivez dans votre rapport qu'il n'y a pas eu d'action concrète avant mars, mais est-ce qu'on a demandé de mettre à jour ce plan-là avant le mois de mars? Puis, si c'est le cas, pourquoi ce n'est pas considéré comme une action concrète? Je ne sais pas si vous me suivez. OK. Parce que c'était une demande générale, dans le sens que le plan H1N1, c'était vraiment un plan très large là, qui couvre l'ensemble des soins et services. Nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment des mesures qui visaient à préparer les CHSLD à faire face à la pandémie. Donc, évidemment, il y a une marge entre demander de mettre à jour un plan d'action générale puis donner des outils puis des mesures concrètes de support et de soutien au CHSLD spécifiquement. Donc, tu sais, c'est à deux niveaux différents. Donc, pour nous, c'est pas une mesure qui aidait les CHSLD à se préparer là, concrètement à faire face à la pandémie. Puis c'était pas suffisant, en fait. Là. Ça fait partie des démarches qui devaient être faites, là, mais c'était pas suffisant. J'ai une deuxième question, mais si vous pouviez avant juste me dire à quel moment ça a été demandé de mettre à jour ce plan-là? C'était en janvier, là, si je me trompe pas, fin janvier. Là. Fin janvier, OK. Ouais. Ma deuxième question, il y a une disparité dans les chiffres au sujet de ces transferts-là, là, des hôpitaux vers les CHSLD. La semaine dernière, Mme McCann elle avait dit en bas de 1000, hausse de 20 %. Vous arrivez avec 1714, si je ne me trompe pas. Vous parlez d'une hausse significative de 31 %. Sur quel chiffre on peut se baser? Comment vous expliquez cette différence-là? Écoutez, nous, notre enquête, quand on vous parle, qu'on vous parle des chiffres, là, c'est clairement là, les chiffres que nous avons obtenus. Et à cet égard-là, on a constaté que 1000 je vais vous le lire là, pour éviter tout malentendu. Là. On dit, et là-dessus, on s'est basé sur les données du ministère, qu'entre le 1er mars et le 31 mars 2020,
on a constaté une augmentation de 31 des admissions à CHSLD comparativement aux autres périodes mensuelles de l'année 2019-2020. Donc, on a comparé cette donnée-là avec ce qui était l'an dernier. Alors que la comparaison de la ministre pour arriver à un 20 elle s'appuie sur une autre comparaison. Jocelyne Richer, La Presse canadienne. Oui, bonjour, mesdames. J'aimerais revenir sur le fait que votre constat, comme quoi, au tout début de la pandémie, au moment de faire les plans, les préparatifs, les CHSLD ont été complètement ignorés. Ça a été l'angle mort, alors que le gouvernement savait que c'était des lieux d'hébergement vulnérables, qui accueillent une clientèle très vulnérable. Comme gestionnaire, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on parle ici d'indifférence, d'incompétence? Qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, ce que ça me dit, c'est qu'on a travaillé en vase clos. On a voulu, et je reviens à ce que c'était en mars 2020. On était en situation d'extrême urgence. Tout changeait presque d'heure en heure, ce qui fait que on est allé au plus rapide. C'est parce qu'on a centré, comme vous le dites, uniquement sur les hôpitaux, alors que tout le monde sait que les CHSLD étaient là puis accueillaient des milliers de personnes vulnérables. Il y avait clairement au sein du ministère, parce que c'est là où les orientations étaient prises, hein, et il y avait clairement au sein du ministère un manque de connaissance du milieu de vie et de soins qu'est un CHSLD. La direction générale responsable des CHSLD a une expertise fine sur les milieux de vie. Mais en ce qui concerne les soins qui doivent y être apportés, en ce qui concerne les ressources nécessaires pour les offrir, à cet égard-là, ce n'est pas cette direction-là qui possède l'expertise. Alors, on est allé avec les connaissances que l'on avait à ce moment-là. On a pris pour acquis que les CHSLD avaient une expertise en matière de prévention et de contrôle des infections, puisque il y a de la grippe ou encore des gastro-entérites sans plus se poser de questions. On va... Par ma deuxième? Ah oui, excuse-moi, j'ai mal... J'ai l'impression que vous êtes allé aussi loin que vous pouviez avec les moyens, les ressources que vous avez. Maintenant, sachant ce que vous savez, est-ce que vous serez d'accord pour recommander la création d'une véritable commission d'enquête publique indépendante pour faire toute la lumière sur cet épisode-là? Cette décision, elle appartient au gouvernement. Ce n'est pas à moi d'en décider. Cependant, au moment où l'on se parle, pour moi, il est urgent de se mettre à l'action, de se mettre au travail pour offrir aux personnes hébergées un milieu de vie, de soins, de qualité et humain et sécuritaire. En ce sens-là, je souhaite que les recommandations que nous formulons cet après-midi soient mises en place le plus rapidement possible, indépendamment de toute autre enquête qui pourrait avoir lieu sur le sujet. Je tiens à ce qu'on investisse les ressources en temps, en énergie, en argent, dans la mise en place de mesures structurantes, de mesures structurantes, hein, ça fait très bureaucratique, là, mais parlons plutôt d'offrir à nos personnes âgées des milieux de vie et de soins qui répondent à leurs besoins
de manière continue. On parle souvent de difficultés d'accessibilité aux soins à domicile, qu'on parte de là et qu'on se rende jusqu'aux soins de fin de vie, puis qu'on offre des soins humains de qualité et sécuritaires tout au long de cette chaîne-là. Et pour ça, selon moi, les recommandations que nous formulons vont nous conduire à cela à partir d'une réflexion. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, vraiment, dans notre devoir de mémoire, c'est celui d'agir. On va maintenant passer à la période réservée aux journalistes anglophones et je vais céder la place à l'éminente collègue Raquel Fletcher. Merci. We'll start with Cathy Sené, CBC. When you realized that, well, you had transfers from hospitals to CHSLDs, when was it clear in your mind, in your final report, that was the wrong starting point and that was the best recipe for perfect storm in CHSLDs? Your question is when did you realize in doing the final report that hospitals transfers to CHSLDs were absolutely the wrong start and the perfect recipe for this perfect storm? Well, we investigated all through the past year, so we obtained a lot of information. But of course, we wanted to gather all the information before reporting. But it's clear in our finding that the risk assessment associated with these transfer from hospitals to CHSLDs was not done in March when the orientation we're giving to organize these transfer. So in the chain of event, the effect of these transferred delayed in time. It took it a couple of weeks to make the effect and to come back to the health department. And we can say that it's probably in around the 10th of April that the health department realized the situation had gone way too dramatic, and they needed to stop the transfer at that point. And when you realized that it's only on March 18th, if I remember well, on March 12th, that finally only general guidelines, March 12th, that only general guidelines were sent to CHSLDs. Only that. That was nothing compared to what they have to do to make sure that CHSLDs were ready. So they were wrong on that side. Well, they didn't plan. I guess they took for granted that CHSLD would be ready to face eclosion of the sickness. I think they didn't anticipate the lack of training about infection and prevention, infection control and prevention measures that needed to be in place. They didn't evaluate the impact of staff being absent from work because of the virus, and the impact of overflowing is already fully. They were at full capacity and in many cases overcapacity. So the impact of the transfer was not anticipated as well. So what we're saying is that the health department did not evaluate the risk associated with all these measures that we're taking to prepare hospitals. So the focus was on hospitals, and it was on freeing beds in hospital in order to prepare for the virus, which was not a bad thing, right? It was needed to get ready, but they didn't also
consider the impact on CHSLDs of all these measures. I just have one last question to ask you that is important to me. In my entourage, I have family members that are scared to go in CHSLDs since what happened in the first wave. How will you ensure that the trust will come back with your report? It's important to say that since the first wave of the pandemic, many actions were taken by the health department, by the establishment, the CIS and CIUS. So a lot of action were put in place in order to make sure we have all these measures in place. So infection prevention and control measures are reinforced. And there are now local management. So there are many measures that were put in place. It's a good start. And we're here to make sure that these measures will last in time and will strengthen this housing environment for elderlies, so that they have a good quality of care. And we will follow up on all the recommendations that we make until they are fully implemented. Phil Autier, the Montreal Gazette. How do you do? I just wanted to ask you, there's a clause in your report in which people challenged senior health officials because they could see what was happening already in the CHSLDs, and it says that nobody listened to them. What is that? What is it? Is our health system truly that dysfunctional? We can say for many years, CHSLDs were on the back burner of the health system, understaffed, and it's the problems were there for many years, right? So in preparing for the pandemic, the same issue reappeared, where the CHSLDs were not seen as places where are giving active care at some point. And during the pandemic, active care was asked from the employees of these CHSLDs, and they were not prepared to do so. So it's not surprising to see that the health department did not think of preparing adequately the CHSLD, because for many years they were not at the center of the health system. So what we are here to say is that these dramatic events, needs to be an incentive for change. They need to encourage us to make radical change and to rethink the model of CHSLDs, to ensure the proper quality of care, to define what we want to see as a standard of care all across CHSLDs, whether they're public or private, and to ensure that the standard of care are met. And we recognize the complexity as well that these living environment represent in terms of living a place where elderly people live, but they also receive care sometimes with an intense level. Thank you. I also have some quick questions. Raquel Fletcher, Global News. I'll ask you them, but I'll just have you answer. Sure. Into the, yeah, you can look at Katsi. I just want to go back to the guide that you said was given on March 12th. And I'm just wondering if you could clarify, as you did in French, that these directives that were given to the CIUS and the CISs at that time were not the same guides that we saw in British Columbia, for instance. What was the difference and what was lacking in the Quebec guides? Well, the guide transferred, given to the CIS and CIUS in March, in March 12th. They were a general guide asking CHSLDs to adapt their services. So they specified which services need to be maintained and which services needed to put aside for the time of the pandemic. There were general orientation. For example, it said that they needed to
to gather protection equipment. Well, but the guide did not specify specifically what the CHSLD needed to put in place to really prepare for this virus in particular, compared to the guide that was provided in British Columbia, where it's really an infection prevention control and a guideline very specific to the coronavirus, really detailing what are the questions you need to ask, what are the symptoms you need to watch for, what are the guidelines to put personal equipment in order to follow the good practices. So it's really a step-by-step guide helping these CHSLDs to really know exactly what to do and what to put in place. And this is what was needed at that point, to have really precise orientation on what measures they needed to put in place. Do you believe that you had access to everything that you needed to, that you were able to conduct a thorough investigation? Is there anything that you weren't able to do in this investigation that a public independent inquiry would be able to? We received everything we asked for, every document. We had a good collaboration from all the actors, and I would add that the witnesses that we interviewed were very frank and open with us. So we really feel that we identify the causes of this crisis specific to the CHSLD. For sure we can evaluate the measures that were put in place since then, and our proposition, our recommendation are really what we feel is important to put in place right now in order to change things in a very concrete way for this living environment. Merci. 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 Conclut la conférence de presse.